La Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt à l'encontre de deux individus, M. Benjamin Netanyahou et M. Yoav Gallant, pour des crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis entre le 8 octobre 2023 et le 10 mai 2024, date à laquelle l'accusation a formulé ses demandes. Dans un communiqué, la CPI, basée à La Haye, a également annoncé l'émission d'un mandat contre Mohamed Deif, le leader de la branche armée du Hamas. Ces accusations font suite à la riposte israélienne meurtrière aux attaques menées par le Hamas le 7 octobre. La CPI affirme disposer des motifs raisonnables de croire que M. Netanyahou ainsi que M. Gallant portent une responsabilité pénale pour des crimes tels que l'utilisation de la famine comme instrument de guerre, ainsi que pour des meurtres, persécutions et autres actes inhumains, y compris des attaques intentionnellement dirigées contre la population civile. Ces mandats d'arrêt constituent un événement marquant, car c'est la toute première fois que la CPI demande l'arrestation d'individus alliés des pays occidentaux, en particulier les États-Unis. Le procureur de la CPI, M. Karim Khan, a exhorté les États partis à se conformer au mandat d'arrêt visant M. Benjamin Netanyahou ainsi que Yoav Gallant et Mohamed Deif. Toutefois, même parmi les États membres de la CPI, des doutes subsistent quant à la manière de procéder et à l'éventuelle application de ces mandats. En effet, M. Benjamin Netanyahou pourrait se retrouver dans l'impossibilité de se déplacer, de voyager dans les 124 pays ayant ratifié le statut de Rome. Ce traité international stipule que les États doivent coopérer avec la Cour, notamment en procédant à l'arrestation et au transfert des personnes inculpées. Cependant, dans la pratique, rien n'oblige les États membres à respecter ces engagements. Le 17 mars 2024, la CPI a également émis un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour crimes de guerre, de déportation illégale d'enfants ukrainiens, ainsi qu'un second mandat contre Maria Lvova-Belova, sa commissaire aux droits de l'enfant, pour des motifs similaires. La Cour pénale internationale, située à La Haye, est donc une juridiction mondiale permanente habilitée à poursuivre des individus et des dirigeants pour des crimes tels que le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Établie en 2002, elle a été le fruit de plus d'une décennie d'efforts visant à créer un mécanisme capable de tenir des dirigeants responsables des atrocités commises, notamment à la suite des guerres de Yougoslavie et du génocide de Rwanda. Le statut de Rome, qui a fondé la CPI, a été ratifié par 124 États, mais les États-Unis n'y figurent pas parmi les signataires, y compris d'autres grandes puissances. Avant la création donc de la CPI, des tribunaux ad hoc temporaires avaient été mis en place pour juger les personnes accusées de crimes contre l'humanité, et c'est le cas. Je vais donner quelques exemples. Souvenez-vous de la Cour spéciale pour l'ex-Yougoslavie, celle-là de 1994, et puis du Rwanda, pour juger les auteurs des crimes contre l'humanité perpétrés pendant le génocide au Rwanda de 1993. Donc, il y avait la fonction
qui était exercée. Ce qui manquait au niveau global était un organe dédié spécifiquement à combler cette béance internationale. La CPI a donc été conçue pour pallier cette lacune, agissant comme une juridiction de dernier recours lorsque les autorités nationales sont incapables ou alors refusent d'engager des poursuites contre les différents auteurs. À titre de rappel, la CPI n'est pas la seule cour internationale existante. Il y a également la Cour internationale de justice, CIG, créée en 1945, qui est une institution judiciaire de l'Organisation des Nations Unies chargée de régler les litiges entre États, notamment en matière de différends frontaliers. Ces décisions sont contraignantes, tandis que les avis rendus par la CIJ manquent de force exécutoire et n'ont qu'une portée morale. Ensuite, la Cour permanente d'arbitrage, the Permanent Court of Arbitration, établie à La Haye, représente la première organisation intergouvernementale permanente offrant un cadre pour le règlement pacifique des conflits internationaux par le biais de l'arbitrage ainsi que d'autres moyens fondamentalement pacifiques. Son origine remonte d'ailleurs à 1899. C'est donc l'ancêtre, l'aïeux même des autres enceintes juridiques internationales. Et ce fut lors de la première conférence de la paix de La Haye, convoquée par le Shah Nicolas II de Russie, avec pour objectif de trouver des solutions efficaces pour garantir une paix durable à tous les peuples. Il faut le dire que parmi les sources souvent citées par les experts de l'Organisation des Nations Unies et même avant son géniteur, c'est-à-dire la Société des Nations, on évoque très souvent la Cour permanente d'arbitrage. L'analyse de la CPI met donc en lumière la perception de cette institution comme un instrument politique, ce qui a considérablement affecté sa crédibilité. Pourtant, la justice doit d'être évaluée sur la base de la légalité des procédures et surtout de l'impartialité de la Cour. Actuellement, cette perception politique influence les mandats d'arrêt qui alimentent les gros titres des médias. Autrement dit, lorsque l'on évoque dans les médias que telle ou telle figure politique ou alors tel leader institutionnel est désormais sous le coup d'un mandat d'arrêt international de la CPI, ça sert essentiellement à faire l'objet de grandes directions éditoriales des médias. Récemment, M. Vladimir Poutine, c'est-à-dire le leader de la Fédération de Russie, sous mandat d'arrêt international, s'est rendu en Mongolie, un pays membre de la CPI d'ailleurs, où il a bénéficié d'un accueil chaleureux et n'avait pas été appréhendé. Vous voyez, cette application à géométrie variable illustre quelque chose de fondamental. C'est que les États membres et même les États indépendants se considèrent légitimes de désavouer les décisions et surtout les différents mandats d'arrêt émis par la Cour. Simplement parce qu'ils jugent que cette Cour ne fait pas l'objet ou alors simplement ne présente pas toutes les garanties d'impartialité, d'objectivité ou si vous voulez de neutralité exigées par les instruments par la législation internationale. Les rares exceptions d'individus arrêtés par la CPI à la suite de mandats d'arrêt ont souvent été le résultat de règlements de comptes politiques, comme dans le cas de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Il est donc, pour le moment,
et c'est ce que nous voudrions aborder, crucial de comprendre les manifestations de cette politisation. Et nous allons aborder pour le comprendre, puisque c'est une manifestation, un certain nombre de cas. D'abord, depuis sa création, le mécanisme de renvoi a été sollicité par plusieurs gouvernements entraînant des enquêtes de la Cour. Ces renvois sont souvent perçus comme des efforts pour renforcer la responsabilité nationale, comme en témoignent les cas de l'Ouganda, de la République démocratique du Congo, de la République centrafricaine et du Gabon. Toutefois, dans certains de ces cas, les actions de la Cour ont été entachées par des considérations politiques. Par exemple, en Ouganda, le président Yoweri Museveni a renvoyé à la cour le conflit avec l'armée de résistance du Seigneur, LRA, sans aborder le conflit dans son entièreté, dans son ensemble. Le procureur de la CPI de l'époque, Luis Moreno Ocampo, avait été, souvenez-vous, vivement critiqué pour son implication dans cette dynamique. Les détracteurs soulignant que l'armée ougandaise était tout aussi accusée d'avoir commis des graves violations. Par la suite, le conflit israélo-palestinien illustre particulièrement, de manière tout à fait singulière, cette politisation des renvois. Le 22 mai 2018, le ministre des Affaires étrangères palestinien Riyad al-Maliki a remis un dossier à la CPI demandant l'ouverture d'une enquête sur les crimes commis sur le territoire palestinien. Al-Maliki a déclaré que ce renvoi représentait un pas important et historique vers la justice pour le peuple palestinien victime de crimes systématiques, selon lui. Ce renvoi évoque donc des allégations de crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et d'autres violations des droits humains en mettant l'accent sur le régime de colonisation israélien. L'initiative palestinienne a donc été largement interprétée comme une tentative d'accroître la pression sur Israël, mais aussi sur la CPI et aussi la communauté internationale face à une situation de plus en plus critique. La Palestine, devenue partie au statut de Rome en 2015, permit à la Cour d'enquêter sur des crimes remontant au 13 juin 2014, mettant ainsi en grand déploiement le principe de rétroactivité de la loi. Vous savez bien que dans la plupart des législations, cette rétroactivité n'est qu'autorisée en matière pénale. Et nous sommes bel et bien en matière pénale, bien que cela revête un caractère international. Certains estiment donc que ce renvoi auto-initié n'apporte rien comme valeur légale limitée, à part peut-être accélérer le processus. Quoi qu'il en soit, le procureur de la CPI, et c'est important de le savoir, après cette critique que nous venons tout de suite de formuler, quoi qu'il en soit, sachez donc que le procureur, et là c'est du point de vue théorique, il faut bien faire l'équilibre entre ce qui est jurisprudentiel, c'est-à-dire c'est un fait, on ne peut pas contester cela, et puis ce qui est prévu, ce qui est théorique, d'où le titre de cette analyse, l'idéal. Il agit, le procureur bien entendu, de manière indépendante et détermine l'orientation des enquêtes. Les procureurs ne sont pas contraints par la liste des crimes mentionnés par un gouvernement dans un renvoi, ce qui leur permet d'explorer d'autres crimes potentiels commis par des autorités étatiques, créant ainsi un risque que ces renvois se retournent violemment contre eux. Cependant, la dépendance de la Cour à l'égard de la coopération des États pour l'accès aux scènes de crime ou alors l'exécution de mandats d'arrêt
confère au gouvernement un pouvoir considérable sur la coopération et sur les aspects d'un conflit qu'il souhaite voir poursuivi. Ces situations illustrent le dilemme. C'est ce qu'il faut retenir. Le dilemme fondamental auquel la Cour est confrontée. La divergence entre son mandat légal et la réalité politique. Et bien que la CPI ait été conçue comme une institution impartiale, ses capacités d'action sont souvent limitées par des intérêts politiques. Et c'est pas tout. Elle navigue dans ce dilemme en cherchant à équilibrer l'idéal d'une approche apolitique, c'est évidemment l'idéal, fondée sur la loi, oui, théoriquement et idéalement, c'est très beau à entendre, avec une approche plus pragmatique, prenant en compte les intérêts des gouvernements concernés. Un problème d'équilibre. En Côte d'Ivoire, par exemple, la CPI a d'abord émis des actes d'accusation contre des membres de l'opposition, avant d'enquêter également sur des crimes présumés commis par des personnes liées au gouvernement en place. Autrement dit, la procédure avait suivi un phénomène curieux de gradation de ramification. À ce jour, il n'existe pas de cas où la CPI ait pu opérer de manière totalement indépendante et obtenir des résultats concrets. Dans les situations où le procureur a tenté de s'affranchir des intérêts des puissants, comme au Soudan ou encore au Kenya, il a tout simplement échoué. Bien que la CPI continue d'affirmer qu'elle est un organe légal se basant uniquement sur la loi pour ses décisions, elle devrait faire preuve de réalisme et admettre ou alors simplement reconnaître et de manière explicite qu'elle évolue dans des contextes hautement politisés. D'ailleurs, nous avons oublié de greffer à ces différentes entraves un autre aspect. Et cet aspect est consigné dans la Charte des Nations Unies, faisant partie des principes même de cette organisation. Les États jouissent de l'ensemble, de l'entièreté de leur souveraineté et ils sont égaux au niveau international. Autre entrave majeure. Donc, cela reflèterait donc plus fidèlement les réalités de son fonctionnement et permettrait une meilleure compréhension de ses contraintes. Voyez-vous. En conclusion, les récents mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale à l'encontre des figures politiques telles que Benjamin Netanyahou et Mohamed Deif soulignent les défis complexes auxquels cette institution est confrontée dans sa quête de justice. Bien que la CPI ait été créée pour poursuivre les crimes les plus graves, son efficacité est souvent entravée par des considérations politiques et la dépendance à la coopération des États. La perception de la CPI comme un instrument politique, combinée à l'absence d'obligations contraignantes pour les États membres, limite son autorité et sa capacité à agir de manière véritablement impartiale. Pour renforcer sa crédibilité ainsi que son impact, la CPI doit naviguer avec prudence dans un paysage international marqué par des intérêts divergents, tout en s'efforçant de maintenir son engagement envers la justice et la responsabilité. La reconnaissance explicite des contextes politiques dans lesquels elle opère pourrait également contribuer à une meilleure compréhension. Tout au moins, à défaut d'une efficacité dans l'exercice de ses fonctions, au moins fournir des efforts pour que le peuple, les citoyens de la planète comprennent quelles sont les entraves et que les préoccupations quant à sa crédibilité et son efficacité puissent être
définie de manière empirique, se basant sur des faits et des causes établies. Donc, ceci favorisera un dialogue constructif autour du rôle de la CPI dans le maintien de la paix et la justice à l'échelle mondiale. Nous vous sommes infiniment reconnaissants de nous avoir suivis. Nous vous invitons à nous soutenir en vous abonnant à cette page, en nous faisant comprendre et connaître votre regard et surtout en partageant nos contenus. Comme nous vous l'avons dit par le passé, nous sommes motivés par la passion pour les questions internationales et nous croyons que le monde s'oriente vers une internationalisation accrue. Le monde est devenu un village. Et donc, la nécessité de l'analyse objective et pertinente se pose. Et c'est cette béance-là que nous nous efforçons à combler. Et bien entendu, nous ne pouvons pas y parvenir sans votre collaboration. Nous la sollicitons donc avec l'ensemble de notre considération et de notre estime vis-à-vis de vous. Une fois de plus, merci infiniment de nous avoir suivis. Nous vous donnons un rendez-vous très prochainement pour d'autres analyses objectives et pertinentes sur l'actualité internationale.